Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actualité de la tech, de la technologie, donc d'internet, des gadgets, tout ça. On vous fait ça de manière, j'espère, compréhensible et distrayante, amusante, on vous fait passer un bon moment. On lit tout ce qui se dit et tout ce qui se passe dans le monde de la tech. Et on vous en ressort, comme j'aime le dire souvent, la substantifique moelle, donc les choses importantes, et puis avec un petit peu d'analyse pour que vous compreniez. On passe un petit peu plus de temps qu'un journal télévisé ou qu'une radio à vous expliquer tout ça, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Et il faut prendre le temps, on ne peut pas le faire en 2 minutes, il faut discuter 5, 10, 15 minutes sur ces sujets pour vraiment faire un petit tour, même pas le tour complet. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission, c'est ça qui nous différencie. C'est notre plus produit du Rendez-vous Tech. Et je suis Patrick Béja. Patrick Bija. C'est compliqué aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, je vous dis donc qui est avec moi pour former le « nous » dont je parle. Et c'est bien sûr Marion Doumain qui est là avec nous. Comment ça va, Marion ? Eh ben, très bien, j'ai l'air d'être un peu plus réveillée que toi ce matin. Ouf, ah oui. Alors, petite parenthèse, je parle souvent de ma vie dans cette émission, les auditeurs réguliers le savent bien, mais aujourd'hui, je suis obligé de le faire parce que c'est une journée compliquée, parce que ma femme, elle a un truc de boulot, donc elle n'est pas à la maison pendant quelques jours, et donc je suis seul avec le petit. Et il est pas hyper en forme en ce moment, il a un pic de développement, pic de croissance, machin. Et cette nuit, il s'est réveillé vers 1h en pleurs. Je crois qu'il avait fait un cauchemar, donc je vais le voir. Je m'étais couché genre 2 heures avant. Je vais le voir, je le console, 1/2 heure, 3/4 d'heure, machin, et puis je le laisse. Il continue un petit peu à pleurer, mais dans ces cas-là, on ne sait pas s'il faut y aller ou pas parce qu'il est en train de s'endormir. Et tu le réveilles si tu y retournes. Et bon, bref, il a pleuré pendant un moment. Et puis après, impossible de me rendormir, insomnie jusqu'à genre 4h30, 5h du mat, et bien sûr à 7h30 il se réveille, et lui il est prêt quoi, c'est genre allez on va manger, on va à la crèche machin, qu'est-ce que tu fous papa là ? Et donc journée difficile, et en plus après ça donc il fallait aller lui faire les vaccins, l'amener à la crèche, et puis je reviens et il faut reprendre tous les sujets pour être sûr d'avoir bien compris et pour rater aucun angle. Marion, je peux te dire que, tu sais, tous ces films de super-héros, les Iron Man, Captain America, machin, non, c'est rien du tout. Les vrais super-héros de notre société, c'est les parents seuls. Franchement, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer à quel point ils ont du mérite, les parents seuls, quand on n'a pas vécu une journée seule avec un bébé. C'est pas c'est pas Captain America, c'est Captain Maman, quoi. Donc, Ouais, je connais pas la contrainte, mais honnêtement, je suis admiratrice. tu sais, moi aussi, c'est le genre de truc. J'aime souvent à dire que j'ai eu 2 révélations dans ma vie. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était ma révélation amoureuse. J'ai compris ce que c'était que l'amour quand j'ai rencontré ma femme. C'est beau. Et j'ai eu ma révélation professionnelle quand j'ai rencontré les podcasts. J'ai compris ce que c'était que d'aimer son boulot quand j'ai découvert ce que c'était que les podcasts et quand j'ai pu en vivre. Là, c'est la 3e. On comprend pas ce que c'est que d'avoir un enfant avant d'en avoir eu un soi-même. On peut écouter les parents, les parents peuvent expliquer. Tu comprends pas, tu peux pas Oui, savoir. oui. Et de fait, bon, c'est une petite digression que je continue avant de parler de Huawei et du président Trump et de l'appel de Christchurch et tous ces trucs. On ne comprend ses propres parents, que quand on a eu un enfant soi-même. Et ça change complètement la relation et c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, quoi. Donc, je ne vais même pas essayer. Je vais plutôt parler de tech, mais je voulais mentionner la chose parce que si vous me trouvez un petit peu fatigué, c'est pour cette raison. À 1 semaine de la fête des mères, c'était beau. Oui. Et la fête des pères qui arrive, mais c'est pas évident. Ouais. Mais bon, à côté de ça, il est mignon, évidemment. Donc, je peux te dire qu'au milieu de la nuit, à 4h du matin, quand j'arrivais toujours pas à m'endormir et que je savais qu'il allait se réveiller genre 2-3 heures plus tard, je me disais, mais ça se trouve, je vais pas dormir du tout. Heureusement, j'ai dormi 2 ou 3 heures de plus, mais je me disais, mais pourquoi on a fait un enfant, quoi ? On était tellement tranquille avant, mais pourquoi ? Bon, après... Je peux te dire que j'entends ce genre
de phrases aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes parents, à mon Dans ton boulot entourage, ouais. et ouais, c'est assez rigolo. Enfin, Ouais. pour moi de l'extérieur, c'est rigolo, je compatis. Bon, après, en fait, il y a deux trucs. D'une part, il est mignon, après, bien sûr, évidemment. Et puis l'autre truc, c'est que quand tu seras vieux, il y aura quelqu'un pour s'occuper de toi à la maison de retraite. Le but est de l'éduquer suffisamment bien pour qu'il t'envoie pas dans une maison de retraite et qu'il t'oublie quand tu seras grabataire. Mais bon, c'est ça, en fait, le but ultime. J'espère qu'il n'écoutera pas ça. Investissement sur le long terme. C'est ça. Là là. Bon, un autre truc qui se passe sur le long terme, c'est cette guerre infernale entre Huawei et le gouvernement américain, en fait le gouvernement chinois et le gouvernement américain. Et si on peut vous parler de tout ça et vous expliquer tout ça aujourd'hui, c'est parce que les patriotes du Rendez-vous Tech financent l'émission, et j'aimerais en remercier certains avant de me lancer dans les explications. Benjamin Vario, Ronan Huit, d'ailleurs Ronan The Accuser, je suis sûr que c'est la première fois qu'on lui fait cette blague, Clément Dutoit, Émilie Marie Vieublé, Alexandre Juan Mateo, Vincent Fleurenceau et Nicoro. Merci à vous tous et à tous ceux qui financent l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour financer l'émission si vous aussi vous appréciez nos discussions et nos plaisanteries, et surtout si l'émission vous rend service et vous aide à comprendre ce qui se passe dans la tech. Bon, j'aime commencer généralement le premier sujet dans les 3 minutes du début de l'émission. Là, ça fait 6 minutes, donc il faut vraiment y aller. On va donc vous parler en premier lieu, bien sûr, de cette offensive de la Maison-Blanche contre Huawei. C'est vraiment un truc qui était dans l'air depuis des mois, voire des années, avec le président Trump qui veut renégocier l'état de ses relations, en fait, avec la Chine. Et d'un autre côté, les préoccupations qu'ont de nombreux pays, mais principalement les États-Unis, sur la souveraineté nationale qui est mise en danger par une société chinoise, Huawei, dont l'importance est grandissante et même l'importance est inévitable, et qui est en même temps qui a des liens particuliers, peut-être très proches avec le gouvernement chinois. Donc ça, c'est l'ambiance depuis un certain temps. On en a déjà bien sûr parlé dans l'émission. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y a eu 2 annonces qui ont été faites, qui sont vraiment ce qu'on pourrait appeler the nuclear option, comme on dit en anglais. Donc c'est vraiment l'option nucléaire, le plus gros, la plus grosse menace qu'ils pouvaient faire. Et il y a eu donc 2 annonces. D'une part, le président Trump lui-même a publié un executive order, donc un ordre qu'il peut prendre lui-même selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution américaine, qui est un état d'urgence national sur l'équipement utilisé dans l'infrastructure américaine, l'équipement informatique utilisé dans l'infrastructure américaine, et qui lui permet d'inscrire sur une liste qui lui permet donc d'ajouter sur une liste de sociétés qui n'ont pas le droit d'acheter Alors attendez, voilà, je m'embrouille. C'est pour ça que j'ai expliqué que j'étais pas très en forme. Il y a donc 2 choses. Il y a cette liste qui a été décidée par l'ordre exécutif du président, qui interdit aux sociétés américaines de travailler avec des sociétés chinoises nommées. Donc c'est une liste spécifique qui leur interdit de travailler avec ces sociétés chinoises. Alors ils ne nomment pas Huawei spécifiquement dans cette déclaration, mais évidemment tous les regards sont sur Huawei. Mais il faut noter que cette liste-là n'est pas encore active. C'est une liste qui va être développée dans les 6 prochains mois par un département spécifique du gouvernement américain. C'est le secrétaire du commerce qui a désormais le pouvoir d'interdire donc aux sociétés américaines de travailler avec ces sociétés japonaises qui posent un risque inacceptable pour la sécurité nationale. Et il parle de sociétés chinoises de sociétés qui sont contrôlées par un adversaire étranger, qui sont contrôlées ou possédées par un adversaire étranger. Et donc, dans ce cas, bien sûr, la société Huawei est directement concernée.
Ça veut dire que des sociétés américaines ne pourraient plus vendre des choses aux sociétés chinoises concernées. Encore une fois, c'est pas encore actif. L'autre élément de l'attaque, c'est le département du commerce américain, par l'intermédiaire de son bureau de l'industrie et de la sécurité, qui a déclaré, pour le coup, nommément, qu'ils ajoutaient Huawei et 70 sociétés liées à Huawei à une interdiction d'achat de technologie américaine. Donc là, c'est vraiment dans le sens États-Unis vers États-Unis vers Chine. Les sociétés américaines n'ont plus le droit, pas juste de faire du business avec Huawei, mais spécifiquement de vendre des technologies. Alors là, on parle de matériel et de logiciel. Et ça prend effet immédiatement. On parlait de quelques jours, c'est soit déjà en place, soit en place dans les jours à venir. Et ça, c'est vraiment ce dont on parle tout de suite. Il faut savoir que d'autres sociétés ont déjà été concernées. ZTE, notamment, a déjà été concerné par cette liste qui existe déjà. Ils ont été sur la liste pendant 2 semaines et ils ont négocié le retrait de la liste au bout de 2 semaines en donnant des garanties au département du commerce américain. Et donc, il n'est pas impossible que Huawei fasse la même chose, même si en même temps, on parle de Huawei depuis longtemps et ils n'ont donné aucune garantie qui satisfasse... en tout cas, les garanties qu'ils ont données n'ont pas satisfait le gouvernement américain. On peut imaginer que ça ne sera pas le cas non plus aujourd'hui. Alors, il y a plein de questions qui se posent sur ces 2 éléments de l'attaque qui ont été annoncés et plein d'incertitudes. Je vais en parler moi aussi, bien sûr. Première réaction comme ça, Marion, comment tu as appréhendé ces annonces? Est-ce que c'était attendu? Est-ce que tu as une explication? Comment tu analyses les choses? Bah, c'était une menace qui planait quand même comme une épée de Damoclès depuis 1 an sur Huawei. On entendait ces rumeurs quand même depuis un bon bout de temps. Maintenant que la tension commerciale, enfin c'est plus qu'une tension, hein, mais la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine atteint ce niveau-là, ils vont à l'étape suivante. Maintenant, c'est intéressant de regarder les répercussions et les impacts que ça va engendrer du côté évidemment de Huawei, d'une part, puisqu'on a vu aujourd'hui, ce matin, que Google a annoncé qu'ils arrêtaient tout travail avec Huawei, et donc ça a des impacts quand même assez majeurs. Huawei va devoir se compter sur la version open source d'Android, qui ne contient pas les applications phares de Google, c'est-à-dire Gmail, Chrome, YouTube, et également ne plus avoir accès au Play Store. Et ils n'auront plus également accès aux mises à jour d'Android pour les smartphones qui étaient sur Android, la version open source. Donc là, il y a un vrai impact immédiat, pas forcément en Chine, puisque du coup en Chine c'était déjà interdit, hein, les applications, le Play Store, etc. Donc il y avait des alternatives pour les utilisateurs chinois, ou en tout cas on peut envisager que c'est plus commun pour les utilisateurs chinois d'avoir des alternatives. Par contre, pour le marché européen, il y a un vrai impact ici. C'est-à-dire que tous les gens qui utilisent un téléphone Huawei ou leur marque Honor, ils vont... Alors, les téléphones existants continuent à fonctionner tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à maintenant, mais comme tu le disais, ils n'auront plus de mise à jour, et les téléphones à venir n'auront pas le droit d'utiliser les services Google, comme tu le dis. Tout à fait. Et donc, effectivement, ça a une conséquence directe et immédiate. Donc, pour tous ceux... Alors, on va voir si ça va se résoudre ou si c'est une menace, et on va en parler de cette histoire de menace et de pression pour d'autres négociations. Mais c'est même pas que Google qui est concerné. Oui. On a vu effectivement, alors c'est encore des rumeurs hein, sur Google et sur les autres, mais c'est tout à fait crédible. Il y a Intel, Qualcomm, etc., qui sont concernés, et Huawei a beaucoup de mal. Quand je dis qu'ils sont concernés, ça veut dire qu'eux aussi ont visiblement décidé d'arrêter de travailler, de vendre du matériel à Huawei. Et Huawei, même s'ils ont, selon leur dire, accumulé des stocks pour pouvoir continuer à fonctionner pendant longtemps, d'une part, on n'est pas certain que ça fonctionne sur plus de 3 mois, parce que les choses changent, le matériel change, et puis est-ce qu'ils ont assez de stock? Et puis d'autre part,
euh, ils peuvent pas développer leur propre solution, leur propre processeur aussi facilement. C'est-à-dire que l'interdépendance entre les différents pays est vraiment forte. On parle souvent du fait que on achète plein de matériel chinois, c'est vrai bien sûr, mais ce matériel chinois est fait notamment avec du matériel, avec des composants américains, pas que, mais avec des Sauf composants que américains. je suis pas si inquiète que ça pour Huawei, pour être honnête, car enfin là, il y a des articles qui le mentionnent depuis milieu 2018. Ils ont justement commencé à changer leur intérêt vers des sources non américaines, hein, comme le fabricant taïwanais Mediatek. Donc en fait, ils ont eu quand même un an pour se préparer à cette potentielle sanction. Et donc, à mon avis, ils ont plus d'un coup d'avance et même s'ils sont pas forcément prêts aujourd'hui, maintenant, ils vont être soutenus par le gouvernement chinois, ça c'est sûr, qui va tout faire pour leur faciliter des collaborations avec des fabricants pas américains, quoi. Et pour Ouais, permettre l'indépendance de Huawei, en tout cas, la Chine a tout intérêt à garantir la survie de leur fabricant, enfin de Huawei de toute façon. c'est sûr, Maintenant, il y a mais un vrai impact aussi du côté des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un impact du côté de Huawei, mais ça veut dire aussi plein d'accords commerciaux qui ne vont pas aboutir du côté, ben voilà, de Intel, de Google, etc. Et ça va avoir un impact à plus long terme sur les sociétés américaines. c'est sûr, ça va avoir un impact sur à peu près toute l'industrie tech. C'est un petit peu quand on parle de l'option nucléaire, c'est pas un terme qui est usurpé. Avec cette précision quand même que il n'est pas 100% impossible que les choses se décantent dans les semaines à venir, mais on est quand même allé plus loin qu'on n'est jamais allé. Et la menace là, pour le coup, est réelle. Et ça a des conséquences un petit peu partout. Beaucoup de gens disent en fait, il y a une incertitude sur la capacité à Huawei de continuer à travailler sans dommages. Parce que même s'il y a d'autres options, on l'a vu notamment avec Apple qui a été obligé de revenir la queue entre les jambes vers Qualcomm il n'y a pas si longtemps, certains composants sont disponibles que chez certains fabricants. Certains d'entre eux, dans certains cas, sont coréens ou chinois, mais d'autres sont effectivement américains. Il n'est pas Ouais. certain que même avec l'aide de Mediatek ou d'autres fondeurs, Huawei puisse continuer à opérer sans disruption majeure ou sans disruption significative de leur business. Je pense qu'il y aura perturbation, comme tu le dis, hein. Ouais. Enfin, ça va pas passer comme une lettre à la poste chez Huawei, hein. Mais ils ont eu du temps pour se préparer. C'est-à-dire Mm. qu'on en parle quand même depuis un an. Et si les États-Unis avaient voulu vraiment tuer Huawei, ils l'auraient fait il y a un an, en fait. C'était le bon Mm. moment. Ils les auraient pris par surprise. Ils n'auraient pas été préparés. Là, ils ont eu quand même un an pour commencer à conclure des accords, potentiellement faire de la recherche et développement pour un système d'exploitation, sous justement cette menace de ne plus pouvoir utiliser Android ou la version qu'ils souhaitaient utiliser. Donc bon, ils sont potentiellement moins en danger qu'on pourrait le croire. Mais oui, évidemment, il y aura des grosses perturbations, ils vont devoir revoir leur stratégie. Et moi, je suis assez curieuse de voir si en effet il n'y a pas d'accord trouvé dans les semaines à venir, parce que ça, c'est aussi la grosse interrogation, hein, parce que ça peut changer, c'est l'impact que ça aura sur le marché européen. Parce qu'on voyait déjà que Huawei ne pouvait pas pénétrer le marché américain avec les décisions qui avaient été prises l'année dernière. Mais là, le marché européen va être fortement aussi impacté. Alors, justement, on peut en parler dans un instant. Avant ça, je voudrais quand même répondre à certaines questions dont je suis sûr que certains des auditeurs se posent. Et notamment, j'en suis sûr, parce qu'on en a parlé sur Twitter, sur le Slack des Patriotes, etc. Et il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Huawei est impacté et pas d'autres fabricants. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale, d'autres fabricants chinois, j'entends. La raison principale, c'est que Huawei a, selon d'une part, une importance bien plus grande que d'autres fabricants dans l'infrastructure mondiale, et notamment aux États-Unis, et surtout, ils ont des liens avec le gouvernement chinois qui sont, selon les Américains, et je pense selon les estimations de nombreux gouvernements,
ils ont des liens avec le gouvernement chinois qui sont plus importants que d'autres sociétés chinoises. Et donc la peur, la crainte est que le gouvernement chinois utilise l'infrastructure mise en place par Huawei pour perturber le fonctionnement de pays occidentaux à terme s'ils en ont le besoin ou l'envie. Et la crainte n'est pas totalement infondée. C'est-à-dire que la structure de la société Huawei est un petit peu floue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui est propriétaire de Huawei. Selon eux, ce sont ses employés, mais il y a des liens, notamment du PDG avec le gouvernement chinois. Il a fait partie de l'armée de libération populaire chinoise et il y a d'autres liens qui sont avérés, mais qui sont pas, enfin comment dire, qui sont avérés, dont on peut se douter et qui n'ont jamais été complètement clarifiés. À côté de ça, l'influence du gouvernement chinois, elle non plus, n'a jamais été vraiment avérée. En tout cas, tous les tests qu'on a faits n'ont pas prouvé que le gouvernement chinois avait accès au matériel Huawei. Donc, il n'y a pas eu de backdoor démontré par des chercheurs en sécurité dans le matériel Huawei. Et Huawei a toujours nié l'existence de ces vulnérabilités. En tout cas, de ces vulnérabilités intentionnelles. Les vulnérabilités qu'on a trouvées, c'est des vulnérabilités d'erreurs d'ingénierie qu'on peut trouver un petit peu partout, même s'il y en a peut-être plus chez Huawei qu'ailleurs. Et ils n'ont pas montré leur volonté ou leur capacité à corriger ces erreurs d'une année sur l'autre, même quand elles ont été prouvées par des chercheurs en sécurité. Donc, on a cette crainte que le gouvernement chinois puisse utiliser l'infrastructure Huawei pour attaquer des pays étrangers ou des pays occidentaux, qui est ni infondé ni prouvé. Donc on est dans ce territoire flou qui rend les choses difficiles, qui rend difficile de confirmer les dires du gouvernement américain, d'autant plus que l'administration Trump est engagée dans une guerre commerciale avec la Chine, qui est celle-là tout à fait assumée. Le gouvernement américain voudrait imposer au gouvernement chinois notamment le fait de mieux respecter la propriété intellectuelle. C'est une plainte de tous les gouvernements occidentaux envers le gouvernement chinois depuis très longtemps. Et il n'est pas impossible que ces mesures punitives soient utilisées comme pression dans ces négociations sur la relation commerciale entre les pays. C'est tout à fait possible aussi, mais là encore, on n'en sait rien. Les seuls qui savent vraiment la nature de toute cette affaire, c'est les personnes très haut placées dans le gouvernement américain qui savent s'il y a vraiment un danger réel. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait des mises à jour qui soient faites de ce matériel Huawei qui, même s'il n'y a pas de backdoor pour le gouvernement chinois aujourd'hui, installe ces backdoors à terme. Il est aussi possible que ces vulnérabilités soient contrôlables par les équipementiers occidentaux. Ils disent que oui, mais on peut pas être à 100% sûr, à moins d'être soi-même chercheur en sécurité spécifiquement dans ce contexte et qui ait eu accès à ces matériels, je crois. Et puis, dans le gouvernement chinois, les gens très haut placés savent s'il y a effectivement des liens avec Huawei qui sont existants de cette manière ou pas. Et si le financement de Huawei, qui est un petit peu opaque, et Huawei a grossi de manière exponentielle ces dernières années. Est-ce que c'est parce que, effectivement, comme d'autres sociétés chinoises, ils ont eu un secret de fabrication qui est unique à la Chine, enfin un secret non, mais ils ont un rendement de fabrication qui est immense et donc ils se sont insérés partout par leur succès, ou est-ce qu'il y a un financement vraiment du gouvernement chinois derrière? Et ça, c'est un point qui est flou aussi. Donc il y a un flou artistique général qui fait qu'on ne peut pas vraiment avoir une réponse claire sur les causes et les raisons et les conséquences de tout ça. Qui que ce soit, la chose que vous devriez retenir de toute cette histoire, c'est que si vous lisez un article qui vous dit oui, Huawei est à la solde du gouvernement chinois, la personne, à moins que ça soit un journaliste d'investigation exceptionnel, la personne n'en a pas la preuve, c'est uniquement une conviction personnelle, d'après ce que je comprends.
Et si quelqu'un vous dit oui, c'est uniquement une stratégie commerciale du gouvernement américain et de Donald Trump pour faire pression sur le gouvernement chinois pour obtenir un meilleur deal commercial, là encore, on ne sait pas vraiment. C'est une opinion, c'est pas une certitude. Donc, si les articles disent c'est comme ça, a priori, soyez prudents. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une importance de Huawei, notamment, il y a un article très intéressant de Axios qui cite le fait que l'ensemble du trafic Internet international passe par des câbles sous-marins. Il y en a à peu près 380 qui gèrent la majorité de ce trafic. Eh bien, figurez-vous que Huawei en a construit ou a participé à la construction d'une centaine d'entre eux, donc plus d'un quart de ce trafic passe par des câbles contrôlés ou auxquels Huawei a accès. Donc, au-delà de la possibilité qu'a le gouvernement américain de gérer l'influence de Huawei dans son infrastructure, le trafic international, eh ben, ils sont déjà hyper insérés là-dedans. Et à côté de ça, je finis mon monologue, la France et l'Europe d'ailleurs ont décidé de ne pas interdire Huawei dans son infrastructure 5G, puisque c'est essentiellement de ça qu'on parle, mais de poser des règles de cybersécurité générale pour l'ensemble de l'équipement sans cibler spécifiquement Huawei. Ce qui, là encore, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise méthode. À chaque fois que je pense avoir compris, ok, a priori, ça semble aller dans cette direction et Huawei est comme ci ou comme ça, il y a un autre mouvement qui fait que je suis plus tout à fait sûr, même si j'étais déjà pas certain, mais je suis plus tout à fait sûr de comment juger cette situation. Donc, voilà, je ne sais pas si toi, tu as plus de certitude ou plus de commentaires là-dessus, mais c'est compliqué. Comme tu le dis, j'ai pas de preuves, hein. On peut que parler de potentielles stratégies et essayer d'interpréter justement les mouvements stratégiques des deux pays et des décisions qui sont prises, mais j'ai pas de preuves en soi. Donc on peut extrapoler. Ce qui est très intéressant, et tu as mentionné l'article d'Axios que était pour moi un des plus intéressants vraiment des différents articles, c'est cette perspective historique où ils ont mis en parallèle justement l'importance d'avoir la mainmise sur les communications, et ici on parle des communications internationales, Internet, 5G, etc. L'enjeu stratégique que ça peut représenter dans la position et le poids international que représente un pays ou une société. Et là, c'est vrai qu'avec, je pense que c'est quelque chose qu'on réalisait pas forcément, c'est la position de Huawei par rapport à Amazon, Facebook et Google, qui sont également dans la course à investir dans ces câbles sous-marins qui vont conditionner l'accès, la rapidité et la propagation des informations Internet et des communications. De savoir que Huawei fait partie de ces sociétés qui ont construit ces câbles-là et qui en ont construit presque 100, c'est là où on prend un peu de recul et on se questionne sur c'est quand même une société pour laquelle on sait que le gouvernement chinois investit lourdement et récupère des fonds du gouvernement chinois et de différents organismes, et qui ont la propriété de pas mal de câbles Internet qui vont être chargés de délivrer l'information. Quand on sait le rôle que ça a pu jouer dans l'histoire, et là justement l'article d'Axios mentionnait la position de la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision et cette compréhension avec la perspective historique. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que... En fait, si on écoute l'argumentaire d'un côté, on se dit, oui, il n'y a jamais eu de preuves, et puis c'est un moyen idéal pour l'Amérique de faire pression pour les accords commerciaux. On se dit, ouais, quand même, pas de preuves, et tout le monde a regardé le matériel Huawei, c'est quand même peu probable. Et en même temps, le potentiel de disruption est tellement énorme, et Huawei est tellement partout, qu'on en arrive à se dire, mais même s'il y a une chance sur 100, et le gouvernement américain est tellement... affirme de manière tellement forte qu'il y a un danger,
que même s'il y a une chance sur 100 ou 5 chances sur 100 ou ce que c'est, est-ce qu'il ne faut pas quand même être prudent? Et c'est terrible parce que du coup, on devient prudent sans preuve. Mais je ne sais pas, moi, j'arrive pas à tomber d'un côté de ce débat, quoi. C'est impossible. Moi non plus. Alors après, ce qui est intéressant, c'est, je pense que les États-Unis, ils voient à la fois une menace de sécurité et une menace commerciale. Enfin, je pense qu'on l'a suffisamment répété justement au cours de cette émission, et tu l'as très bien présenté dans le résumé. Et la position de la France, moi, je trouve est intéressante. Le parti pris de, on ne va pas fermer la porte à un constructeur spécifique, mais on va se protéger contre toute intrusion provenant de n'importe quel pays, n'importe quel constructeur, etc. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas américains, on est français, et donc on va pas forcément avoir la porte ouverte pour Amazon, Facebook et Google, ou Huawei, c'est-à-dire on est un peu neutre en fait là-dessus. Et le fait de ne pas prendre parti ni pour les États-Unis, qui les arrangerait bien qu'on se mette de leur côté, évidemment, ni pour Huawei, ça permet justement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce que nous, en fait, ça va pas nous arranger non plus, hein, d'un point de vue commercial, Oui, d'asseoir le monopole américain. Non, c'est sûr, mais en même temps, s'il y a effectivement... Enfin bon, on pourrait parler de cette position française et européenne d'ailleurs. Si le danger est effectivement avéré pour Huawei spécifiquement, dire ah ben on va mettre en place des solutions de sécurité pour tous les constructeurs, je ne sais pas si ça fonctionne. Je sais pas non plus, mais ça limiterait potentiellement l'impact. Mais je suis d'accord avec toi, on ne peut que augmenter la sécurité, on ne peut pas empêcher, avoir une. C'est le principe de la sécurité. À un moment donné, tu peux toujours en venir à bout. Ouais. Mais je trouve que la position est un peu plus saine, en fait. Il y a peut-être, oui, mais il y a peut-être des moyens, c'est peut-être des moyens de mitiger le truc. C'est-à-dire que si tu as seulement une partie de ton infrastructure qui vient de Huawei, si tu as un risque, et c'est la partie dont tu sais que tu contrôles, comme nous le disait, je crois que c'était Cédric Ingrand et Elsa Bombaron il y a quelques semaines. Les équipementiers savent comment isoler certains matériels et savent auditer, c'est un terme, faire des audits de ces matériels pour, même s'il y a ensuite des problèmes, les isoler. Peut-être que de cette manière, c'est une approche suffisante. Enfin, bon, j'imagine, je fais confiance aux informaticiens et aux experts français et européens. Je pense qu'ils connaissent leur boulot et j'espère que ça fonctionnera de cette manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement le prochain enjeu de marché, c'est l'Afrique, l'Asie et l'Afrique. Et c'est vrai que les Chinois sont de plus en plus présents en Afrique. Alors ça, il y aurait tout un épisode à faire sur ce sujet. J'y pensais d'ailleurs pour The Phileas Club dans quelques semaines, peut-être faire un épisode sur la Chine-Afrique, qui est une... Ça serait passionnant, ouais. Ouais, c'est quelque chose de vraiment qu'on ignore en fait d'ici, mais qui est hyper important. Et bon, mais ça serait un épisode entier, à voir. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un peu tous les aspects en compte pour essayer, pas forcément de savoir ce qui est en train de se passer, mais pour mettre en perspective les événements. Ouais. J'espère qu'on a réussi à mettre en perspective un petit peu cet important sujet pour vous dans cette émission. On va avancer avec l'appel de Christchurch, donc que je voulais évoquer aussi dans les sujets principaux. De quoi s'agit-il? C'est Facebook, Microsoft, Twitter, Google et Amazon et différents gouvernements qui ont signé un accord qui est en fait une sorte de déclaration d'intention sur la manière de procéder pour éviter la propagation du contenu violent et du contenu problématique sur Internet, sur leur réseau, et une sorte de... Je ne vais pas parler de chaque point, mais en gros, il y a des éléments de régulation interne et des éléments de collaboration sur lesquels ils se mettent d'accord. Il y a des questions de transparence, la manière dont ils vont gérer et supprimer le contenu violent et terroriste et extrême sur leur plateforme, et la manière dont ils vont établir des protocoles de crise communs avec des gouvernements, avec des organisations non gouvernementales. Il y a des accords, enfin des déclarations sur le fait de combattre la haine et le racisme, des accords sur l'éducation. Tout ça est, on pourrait dire, c'est de la déclaration d'intention, mais souvent, comme on le dit à l'ONU par exemple, les déclarations,
ont une importance et on peut en pointer vers ces déclarations à terme si ça se passe pas bien. Et je pense que c'est la manière dont évoluent et dont changent ces immenses organisations qui sont presque comparables à des pays aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe entre les pays, tout se fait pas en un jour. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Et on peut parler ensuite de la réaction de la Maison-Blanche qui est... dont on parlera. Mais déjà sur cet appel de Christchurch, une réaction peut-être, Marion? Non, bah, je pense que on en parle depuis quelques années, hein, l'enjeu que ces plateformes, Facebook, Google, Twitter, ne deviennent pas un instrument de propagation de messages de haine. Là, c'est trop tard, hein, clairement. Oui, 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 bah, c'est trop tard, clairement, mais justement, ça devient un enjeu international. Il y a eu déjà quand même pas mal d'impact, hein, dans certains pays, et Facebook a mis le temps pour prendre la responsabilité, mais ils en ont quand même pris la responsabilité. Maintenant, de voir que ces pays et ces sociétés se mettent d'accord pour réaliser et l'importance de ce point-là, voilà, maintenant on attend des actions concrètes et je pense que les différents points qui ont été mentionnés vont dans le bon sens, avec plus de collaboration, plus de mise en commun des outils et peut-être de priorisation de certains éléments détectés et de collaboration avec les gouvernements aussi, va dans le bon sens. Évidemment, moi, mon avis, c'est positif et c'est pas en effet quelque chose qui va les obliger à agir, mais ça a son poids. C'est un premier pas. Ouais. Je pense qu'on est d'accord et c'est un premier pas nécessaire et c'est un premier pas sérieux, je crois. C'est le pas le plus sérieux qu'on ait vu dans ce domaine. Et il est sérieux parce qu'il y avait quand même des personnes très importantes, hein. Il y avait quand même les CEO, il y avait des dirigeants de pays. Enfin, voilà, ils ont répondu à l'appel. Ouais. On a vu d'ailleurs que Twitter et d'autres ont commencé à prendre au sérieux le problème des théories des conspirations sur les vaccins. Ils sont beaucoup plus sévères sur la manière dont ils suppriment les contenus problématiques sur ces sujets. Mais la Maison-Blanche, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prise de conscience vraiment de ces problèmes. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'allait pas signer cet accord de Christchurch parce que ça pose des problèmes sur la liberté de parole, le free speech auquel sont tellement attachés les Américains. Et ça me permet de mettre le doigt sur un problème vraiment important qu'il y a en particulier aux États-Unis, mais pas que. C'est cette idée que les réseaux sociaux et, d'une manière générale, les médias censurent les opinions des conservateurs. Alors, aux États-Unis, c'est les conservateurs. Je crois qu'en Europe, ça peut aller à droite et à gauche. Mais il y a cette sorte de fantasme que véhicule notamment la Maison-Blanche, ce qui est très problématique, mais plusieurs partis politiques importants selon lesquels les réseaux sociaux censurent les opinions conservateurs. Et le problème, c'est que souvent, les opinions, quand on parle des conservateurs et la manière dont a évolué le parti républicain aux États-Unis ces dernières années, quand on parle d'opinions conservateurs, on parle souvent d'intolérance et à la limite, de racisme. Et du coup, on dit sans dire, vous pouvez pas nous censurer parce que ce qu'on dit, c'est tout est égal et donc on doit pouvoir parler nous aussi comme les gens de l'autre côté. Mais si ce que vous dites, vous, est problématique d'un point de vue incitation à la haine ou borderline, bah oui, là, c'est le truc qui fait mal. Et on parle de ce sujet sur les réseaux sociaux aux États-Unis pour les conservateurs. Je crois qu'on a vu dans tous les pays européens et en France, France incluse, des partis politiques. Comme je disais, on va à droite et à gauche et je ne vais pas cacher l'éléphant dans la pièce. On parle notamment de la France insoumise, du Rassemblement national, etc., qui disent « Ah, les médias nous censurent, les médias sont aux mains des puissants, les médias ne parlent pas de nous », quand bien sûr ils font de nombreux... ils sont présents sur les médias un petit peu tout le temps, et on a vu que les scandales arrivent dans les médias un petit peu partout. Je suis sûr que ça va faire... hurler certains auditeurs qui sont de tel ou tel bord politique. Je suis désolé, je dis les choses de manière aussi neutre que je peux, parce que
Il y a un article de The Interface qui pointe très bien du doigt le problème, c'est que en fait, la définition du biais est en train de s'étendre à un point où tout ce qui ne donne pas un résultat qui correspond à nos attentes est considéré comme un biais, c'est-à-dire un avis biaisé ou une situation biaisée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux, qui englobe en fait tout ce dont j'ai parlé, les questions de problèmes sur les réseaux sociaux, dans les médias, de partis politiques, et peut-être même mes réactions à moi quand je vais sur Twitter et je vois des trucs qui m'énervent. Là, on dépasse un petit peu le contexte des partis politiques, c'est-à-dire que on a été amené à considérer que les résultats d'une action ou d'une idée, quand ils ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, eh ben c'est quelque chose de biaisé. Et c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes parce que ça contribue à cette idée que ils sont tous contre nous, on n'arrive pas à se faire entendre, etc. Alors que c'est pas vrai. On va se focaliser sur un média qui va faire quelque chose qui nous plaît pas, et du coup, considérer qu'ils sont tous comme ça. Et c'est vraiment problématique. Et c'est ce que fait un petit peu la Maison-Blanche, à mon sens, avec cette idée de l'accord de Christchurch. Ils disent nos idées ne passent pas sur Twitter ou sur Facebook ou ce que c'est, alors que c'est évidemment faux. On a le président Trump est sur Twitter chaque matin. Et ils ont notamment publier un outil, entre guillemets, qui est un formulaire pour dénoncer des censures sur les réseaux sociaux, où il vous demande bien sûr votre email après en vous disant est-ce que vous voulez être tenu au courant du combat du président Trump pour la liberté de parole, et il récupère votre email de cette manière. Enfin, c'est... Bref, je pars un petit peu dans tous les sens, mais ça me pose beaucoup de problèmes, tout ça. Là, il faut quand même reconnaître que la stratégie de la Maison-Blanche de mettre en place ce formulaire pour récolter des personnes qui sont déjà convaincues que les réseaux sociaux complotent contre eux, pour encourager ce point de vue et renforcer la base d'électeurs pour les prochaines élections, c'est quand même une très très belle stratégie, c'est redoutable. Ça fait peur. Et ça fait peur parce que je me demande, j'imagine qu'il y a des lois contre l'utilisation de ressources du gouvernement à des fins de campagne politique. Et en l'occurrence, je pense que c'est pas la première fois qu'on est choqué de certaines tactiques de la Maison Blanche dernièrement. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Et bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà énervé assez de monde. Ce que je voudrais que les gens retiennent de cette idée, en général, c'est que quand on regarde les choses de manière globale, je ne pense pas qu'on puisse dire que les réseaux sociaux censurent quelque opinion que ce soit, et je ne pense pas qu'on puisse dire que les médias, dans leur ensemble, ne font pas leur boulot. Et ces deux idées récurrentes, un petit peu partout en Europe et aux États-Unis, et c'est des idées qui sont concomitante avec la preuve formelle du contraire. Et il y a vraiment cette manière d'avoir ces deux idées en même temps dans sa tête, de se dire « Ah, on nous censure » et en même temps, on voit les réseaux sociaux et les médias qui véhiculent les messages qu'on essaye de faire véhiculer en permanence. Donc, il y a vraiment un gros problème qui est comment dire, alimenté par cette idée que renforce la Maison-Blanche de manière, à mon sens, un petit peu criminelle, quoi. Ouais, ce que je trouve un petit peu embêtant aussi, c'est qu'ils utilisent tout le temps, constamment, l'argument de la liberté d'expression, on sait, on a une définition fondamentalement différente en Europe qu'aux États-Unis, mais ils se cachent derrière cette liberté d'expression pour justifier leur positionnement. Et pour moi, c'est pas justifiable ici. On est d'accord. Encore une fois, certains vont dire que c'est parce que je suis européenne et française, et oui, évidemment, ça fait partie de ma culture et je ne peux pas le nier. C'est un biais que j'ai évidemment, d'où de mes origines.
Mais maintenant, là où on essaye de lutter, c'est d'éviter de répandre des messages de haine. Et je pense que tout le monde en bénéficierait pour éviter des mouvements que ce soit de terreur, de violence, qui soient propagés partout dans le monde, quoi. On a vu les Ouais. dommages que ça pouvait créer, et là vraiment, c'est désolant ce positionnement. Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'une part, il y a des moyens de parler des problèmes d'immigration, de culture, sans verser dans la haine. Et je crois que ces problèmes, il faut pouvoir en parler, quelles que soient Oui, nos opinions. Mais la manière dont en parlent certains est problématique. Et il y a un autre aspect qui est, pour le cas vraiment spécifique aux États-Unis, qui est le problème je sais pas, de la conspirationnite. On pense notamment à Alex Jones, qui pour le coup fait beaucoup de mal à la société, pour ceux qui le connaissent, mais qui est défendu par le président Trump au nom de la liberté d'expression. Et là, ça rentre complètement dans le cadre de ce que tu disais. On n'est même plus dans l'idée des discours haineux qui sont problématiques, mais on est dans le cadre des discours dangereux. On est à la limite ouais. de crier au feu dans un théâtre. C'est l'exemple qu'on donne souvent pour expliquer les limites de la liberté de parole. On ne peut pas tout dire n'importe où, parce que si on crie au feu dans un théâtre, on peut provoquer une émeute, les gens se marrent dessus, il peut y avoir des problèmes. Et donc, on n'a pas le droit de faire ça. Là, on est presque dans le fait de crier au feu dans un théâtre, mais sur Internet et dans le monde. Et ça pose des problèmes. Et ça, c'est pas une question. Enfin, la liberté de parole a effectivement des limites, même aux États-Unis. Et comme tu le dis, il se cache derrière la liberté de parole pour essayer d'aller au-delà de ces limites. Et ça, c'est un problème qu'on a en particulier aux États-Unis, mais bon, je crois que c'est spécifique aux États-Unis dans ce cadre précis. Bref, allez, on avance, on va parler d'autres choses. Je voudrais juste dire un mot sur le Patreon des auditeurs du Rendez-vous Tech. Pour dire, par exemple, qu'on a parlé de plein de choses négatives, mais il y a aussi des choses positives dans l'univers de la tech. Et j'ai fait un petit édito exclusif pour les patriotes où je parle justement des bienfaits de la tech. Et je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien la semaine dernière d'enregistrer ce petit 15-20 minutes de respiration sur les bienfaits de la tech. Si vous êtes auditeur patriote du Rendez-vous Tech, vous pouvez aller écouter cet édito sur le podcast privé des patriotes tout de suite, là. C'est le dernier en date. Et je voudrais mentionner aussi que, bien sûr, j'ai suivi les discussions sur ces affaires de Huawei et je m'en suis servi pour la manière dont j'allais appréhender nos discussions. J'ai suivi sur, bien sûr, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Et sur le Slack des Patriotes. Donc, ceux qui ont accès au Slack, vous avez, bien sûr, comme toujours, informé la manière dont je traite les sujets. Donc, un grand merci à vous et, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez la manière dont on traite les choses, allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez soutenir pour un petit $1 par épisode. C'est pas grand-chose et vous contrôlez quand vous arrêtez, combien vous donnez, etc. C'est le meilleur business model du monde. Si vous appréciez l'émission depuis un moment, peut-être pensez à aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Allez, quelques news et rumeurs sur lesquelles on enchaîne. Microsoft et Sony ont annoncé un partenariat absolument inattendu sur le cloud, les solutions cloud pour leurs solutions de gaming. Alors c'est évidemment surprenant parce que Microsoft fabrique la Xbox, qui est un concurrent de la PlayStation de Sony. Et pourtant, Sony va travailler avec Microsoft. Alors, on en parlera dans le rendez-vous jeu qui va être enregistré demain, si tout va bien, plus en détail pour l'aspect jeu. Là où c'est intéressant pour l'aspect tech, c'est que c'est vraiment Microsoft qui applique sa stratégie de mettre sa solution cloud absolument partout, peu importe que ça soit avec des concurrents. Et Sony, qui avait besoin d'une solution cloud sérieuse, solide, pour sa prochaine génération de consoles notamment, qui n'avait pas vraiment le choix. Pour ces consoles, notamment s'ils font du streaming un petit peu amélioré par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, c'était
soit Google qui a Stadia de son côté, soit Microsoft qui a la Xbox de son côté, soit Amazon, soit peut-être Facebook, mais bon, ça c'était moins probable parce qu'ils n'ont pas de solution pour des clients du côté de Facebook. Mais moi, je pensais qu'ils iraient peut-être du côté de Amazon parce que évidemment, c'est la société qui n'a pas de solution gaming aussi importante, même s'ils ont Twitch et leurs initiatives, mais ils n'ont pas de solution aussi importante que Microsoft ou Google. Et bien, surprise, c'est Microsoft avec qui ils vont travailler. C'était vraiment une grosse surprise, quoi. Oui, c'est vraiment chouette de voir Satya Nadella retourner la stratégie de Microsoft. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais on voit que ça paye, hein, vraiment. Bah oui, Il y a là, vraiment des mouvements très intéressants et très intelligents pour Microsoft qui sont faits. Ils sont inévitables dans le domaine du cloud, qui est le futur et qui va continuer à croître. Ils sont inévitables, à tel point que, de la même manière, alors c'est pas une alliance entre ennemis jurés, ou en tout cas, de la même manière que Samsung vend des puces à Apple, ou des écrans à Apple, ou ce genre de choses, eh ben, Microsoft va vendre du cloud à Sony, et ça ne les empêche pas d'être concurrents par ailleurs. Mais c'est exactement la même stratégie, et c'est effectivement une stratégie qui est gagnante, à mon sens, pour Microsoft. Surtout quand on voit ce que représente l'enjeu commercial du business cloud aujourd'hui déjà et dans les années à venir, Tout à avec fait, oui. Amazon, Google et Microsoft qui se battent férocement. Et Microsoft, là où c'est vraiment intéressant, et c'est la stratégie de Nadella, Microsoft n'était pas du tout à ce stade, ils n'étaient pas dans la même discussion il y a 5 ans. Et c'est vraiment Nadella qui a poussé à fond avec Azure, et ça se révèle gagnant, a priori. Exactement, c'est vraiment ça, moi, que je suis vraiment très impressionnée par le monsieur. Google a annoncé ou a donné des détails sur un projet qui s'appelle Translate au tronc, donc traduire au tronc, Translate au tronc, qui essaye de traduire directement une voix en une autre voix en utilisant la même intonation, la même voix en fait, grâce à évidemment du machine learning, etc. Mais là où c'est impressionnant, c'est qu'ils n'utilisent pas les méthodes traditionnelles qui faisaient. Là où fonctionnait, la manière dont fonctionnaient les méthodes traditionnelles, c'était on prenait une phrase, on l'a passé en texte avec de la reconnaissance vocale, on traduisait le texte, et puis on lisait le texte, enfin on traduisait le texte avec un système de traduction, et puis on lisait le texte avec un outil de texte à voix. Là où Translate au tronc est différent, c'est que ils font de la traduction directement de la voix à la voix sans passer par ces 3 étapes. Et le résultat, alors c'est vraiment un outil de recherche encore, c'est pas du tout une application concrète à grande échelle, mais le résultat est assez impressionnant dans les exemples, les nombreux exemples qu'ils ont donnés, parce qu'il y a d'une part une justesse de la traduction qui est plus grande. Alors évidemment, ils ne vont pas donner des exemples où ça marche moins bien, mais il n'empêche, selon eux, ça pourra donner une meilleure traduction, et en plus, parce qu'on n'a pas toutes ces étapes, et en plus, il y a cette utilisation du ton et de la voix de la personne originale qui est reproduite, qui ajoute à l'authenticité de la traduction. Donc à voir si ça fonctionnera à grande échelle à terme, mais c'est vraiment une approche intéressante. Oui, c'est intéressant parce que comme tu le disais, on a un problème aujourd'hui, c'est cette traduction successive qui augmente les chances de déformation du message original. C'est vraiment le jeu du téléphone, quoi. Et donc de pouvoir justement supprimer des étapes intermédiaires, ça va permettre à terme de garantir une meilleure intégrité du message d'origine. Alors aujourd'hui, c'est pas, voilà, on n'est pas au niveau, hein, on a vu les exemples, mais c'est de la recherche. Ils sont en cours de développement de cet aspect-là. Je trouve ça vraiment assez intéressant. Ouais, très impressionnant. Un téléphone que vous n'avez pas pu éviter ces derniers jours, si vous regardez un petit peu YouTube, c'est le OnePlus 7 Pro. Donc le nouveau OnePlus, qui est un petit peu différent des OnePlus précédents puisqu'il est plus cher. Il coûte environ 700 €, mais c'est un téléphone très haute qualité. En fait, ils font pour les téléphones à 1 000 € ce qu'ils avaient fait pour les téléphones à 700 € à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vendent les mêmes 300 € moins cher. C'est un écran qui a qui va bord à bord, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a
une optique de grande qualité avec zoom. Il a du fast charging, du chargement rapide qui charge genre en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez de quoi faire une demi-journée. Une caméra qui se rétracte, donc il est vraiment écran sur quasiment tout l'appareil. Je sais que Jérôme a testé le OnePlus 7 Pro sur la chaîne Nowtech. Tu as eu l'occasion de le regarder, de jouer avec ou pas du tout? Oui, un petit peu, ouais. Évidemment, il y a des petits gimmicks assez rigolos, notamment l'objectif qui sort et qui se rétracte, et que lorsqu'il y a une chute, il va réussir à se rétracter et à se protéger relativement rapidement pour éviter justement de se casser. Ouais. Donc oui, enfin, il est agréable à prendre en main, hein. On sent que c'est un téléphone qui, avec des meilleurs composants, de meilleures finitions, un peu plus sobre que certains autres modèles de OnePlus. Non, il est pas mal. Bon, peut-être. Est-ce que, à ton avis, ça vaut les 700 euros? Est-ce que ça correspond? Il a notamment un Snapdragon 855. Enfin, c'est vraiment du haut de gamme. Est-ce qu'il correspond aux téléphones Android les plus haut de gamme pour moins cher? Je pense que là-dessus, la vidéo de Jérôme sera meilleure que mon propre avis, parce que moi, je l'ai pas testé en détail. Après, moi, j'ai un petit problème avec ce genre de téléphone qui perdent très vite en valeur. Voilà, ils tiennent pas sur le long terme en termes de valeur sur le marché. Alors que c'est vrai que tu vois l'iPhone 10 que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans, je pourrais potentiellement le revendre pour m'acheter un prochain modèle ou voilà. Bon, ça c'est particulier à Apple. Si on est du côté d'Android, c'est. Mais ça c'est vraiment mon sentiment. Apple Android. Après, par rapport aux autres modèles, je pourrais pas trop te répondre. J'ai entendu des bonnes choses de la part de Jérôme, notamment au niveau du capteur photo. D'accord. Bon, allez voir la vidéo de Jérôme sur Nowtech TV sur YouTube. Vous aurez l'avis définitif. Dans l'ensemble, il a l'air quand même d'être un très bon produit. À savoir si c'est aussi bon qu'un téléphone à 1 000 € de chez Samsung. Faudra voir les vidéos. Après, c'est pas le même prix. C'est ça, évidemment. Mais c'était la promesse de OnePlus, en fait. Ils vendaient des téléphones à 400 €, même moins parfois, qui étaient aussi bons que des téléphones beaucoup plus chers. Donc, c'est pour ça que la question se pose. Uber a implémenté de nouvelles options qui vous permettent, par exemple, de commander une voiture avec un chauffeur qui parle pas, ou avec une température spécifique, etc. Mais pourquoi pas mettre l'option, j'ai pas envie que vous me racontiez votre vie, moi je dis, c'est pas plus mal, quoi. C'est en test encore, mais... Patrick, pour supprimer les contacts humains. Non, mais tu sais, parfois, tu te dis, t'as pas envie d'être mal poli, si c'est dans l'option de ta commande, c'est mieux, non? Non, tu veux pas? T'as jamais été emmerdé dans un taxi avec quelqu'un qui voulait absolument te raconter ta vie et toi, t'étais fatigué, tu voulais à moitié dormir? Dans un taxi, ça m'est arrivé. Je me rappellerai toujours de mon retour de New York où j'ai pris un taxi et pas un Uber. Et le taxi a commencé un pamphlet contre Uber pendant tout le trajet de retour. Et moi, j'avais le décalage horaire, j'en pouvais plus. Et là, du coup, j'acquiesçais à tout ce qu'il disait parce qu'en fait, j'avais même pas mon cerveau qui fonctionnait correctement. Voilà, et puis, j'avais pas envie d'entrer dans un débat. En plus, j'étais juste fatiguée. Donc, j'ai dit oui. Mais c'était pas un Uber. J'ai jamais eu ce problème dans un Uber. D'accord, bon. Vous pourrez adresser vos messages sur la qualité des taxis et des Uber à Marion directement. Moi, j'ai rien dit. Encore des histoires de trottinettes, décidément, on en parle toutes les semaines. Alors finalement, on aura le droit de garer les trottinettes électriques sur le trottoir, selon la mairie de Paris. Même si c'est une tolérance pour le moment, on verra comment ça se passe plus tard. Moi, j'ai beaucoup aimé le message Twitter du maire du 13e arrondissement. J'ai vu son tweet relayé sur Numérama, c'est Jérôme Coumet, qui a fait une vidéo de 20 secondes en disant « Opérateur de trottinettes électriques, regardez-moi bien dans les yeux, là. Les trottinettes qui sont partout, n'importe quoi, dans le 13e arrondissement, on va organiser des ramassages et des passages en fourrière directs. Donc, le n'importe quoi, c'est fini maintenant. » Et il a fait vraiment un message Twitter comme ça il y a quelques jours. J'ai trouvé ça assez intéressant comme manière de faire passer le message et de faire de la politique. Pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça. C'est radical. Ouais.
La météo, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais les météorologues disent que les signaux de 5G risquent d'interférer avec la manière dont on fait les prédictions météo, et ça pourrait réduire la justesse des prédictions de 30%, donc revenir aux prédictions qu'on faisait dans les années 80, parce qu'il y a une histoire de la manière dont les fréquences de la 5G interagissent avec les... Bon bref, c'est un petit peu compliqué, mais on savait que les choses n'allaient pas bien dans le monde en général. C'est une preuve de plus, la météo va être moins juste. Donc, merci beaucoup, la 5G. Ça va beaucoup impacter ton quotidien ? Je suis pas certain. Moi, dans mon coin de Finlande, il y a un microclimat de toute façon. La météo est juste à peu près 2 heures. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais bon, dans les années 80, c'est un peu... Je ne sais pas si on a progressé que de 30% depuis les années 80. J'ai l'impression qu'on est plus juste en général, mais... Bon, et puis peut-être qu'ils sont un petit peu catastrophistes, je ne sais pas. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si tu as vu les tests de 5G qu'on a eus aux États-Unis, mais ça va de les tests. Alors, ils sont seuls sur les réseaux encore parce qu'il y a très peu de téléphones, etc. Mais les tests vont de 500 mégas par seconde, quand ils sont un petit peu loin de l'antenne, à 1,2 giga Oui, c'est fou. de vitesse. C'est quand même... ça fait plaisir, ça donne envie, quoi. Ouais, on n'y est pas encore, hein, mais et puis c'est dans la rue, hein. Moi, j'aimais beaucoup les spécificités de l'article en disant attention, on parle de quand vous êtes dans la rue, pas dans un bâtiment ou dans votre voiture, hein. Là, Oui, c'est bien plus sûr, les bien mêmes. Parlons d'Opera, juste une seconde. Opera, c'est un navigateur qui est un petit peu mal aimé du grand public, mais qui est pourtant de très grande qualité. Je viens d'installer Opera Reborn 3, dont j'ai entendu des bonnes choses. Ars Technica, qui est un site de très grande qualité, en dit beaucoup de bien. Et du coup, j'ai installé Opera Reborn 3, donc la dernière version. Et je voulais le mentionner parce que beaucoup de gens se plaignent des alternatives qu'on peut avoir aux GAFA et aux GAFAM. Et bien sûr, Chrome a encore le vent en poupe, mais il y a Firefox, dont certains se plaignent un petit peu, mais Opera est une autre alternative que certains ne considèrent peut-être pas. Donc, si vous cherchez une alternative à un navigateur, allez voir Opera. Il est visiblement de grande qualité. Moi, je viens de l'installer, donc je le testerai un petit peu. Ah, ça m'intéresse d'avoir ton avis une fois que tu l'auras un peu plus testé. Je le mentionnerai dans l'émission quand j'aurai quelques semaines derrière moi. Très bien. Et puis, 2 dernières news pour finir sur quand même un petit peu de bonne humeur. Hewlett-Packard a racheté Cray, ou est en train de racheter Cray, ce fabricant de super ordinateurs, de super computers. Je le mentionne uniquement parce que dans les années 90, à l'époque, le grand fantasme des geeks que nous étions, c'était le Cray 2, je crois, à l'époque, qui étaient les super ordinateurs les plus puissants de la Terre, qui étaient utilisés notamment pour faire du calcul d'images en 3D pour les films d'animation. Et c'était intéressant de voir. Aujourd'hui, ils valent 1,3 milliard de dollars, Cray, pour le Hewlett-Packard qui les rachète. Je ne sais pas, ce nom m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, je voulais le mentionner dans l'émission pour tous les vieux geeks comme moi qui s'en souviennent. Et dernière chose, Minecraft a annoncé Minecraft Earth, qui est une version réalité augmentée de Minecraft où les joueurs peuvent utiliser leur téléphone Android ou iOS pour construire des éléments de Minecraft, ou en tout cas placer des éléments de Minecraft qu'ils ont construits partout dans le monde, un petit peu à la manière de Pokémon Go, mais pas pour chasser des Pokémon, plutôt pour faire des constructions Minecraft, mais partout dans le monde en réalité augmentée. Donc, on va à côté de notre maison, on peut placer quelque chose, près d'un monument, on peut placer quelque chose, et ensuite, il y a un aspect jeu social qui sera intégré. Le jeu sortira cet été, normalement. Il est disponible en bêta fermée pour le moment. Il sera disponible en bêta fermée cet été et il arrivera un petit peu après. C'est une idée intéressante et puis Minecraft était très adapté à ce type d'utilisation de jeux en réalité augmentée. Je suis curieux de voir ce que ça donnera vu le succès de Pokémon Go. Mais entre ce Minecraft, le jeu de Niantic qui a fait Pokémon Go, qui est sur le thème de
Harry Potter qui arrive aussi cet été, les gens ont beaucoup de jeux en réalité augmentée à la Pokémon Go auxquels ils vont pouvoir jouer cet été. Donc si vous voyez des gens se balader avec leur téléphone en train de regarder partout, ça sera peut-être un petit peu de ça. Ça fera sortir les joueurs un petit peu, c'est pas plus mal. T'es une fan de ce genre de choses? Je me prépare pour Harry Potter, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est ta génération en même temps. Ah ouais, les livres, carrément. Donc tu vas jouer à Harry Potter sur ton téléphone? Ah oui, c'est prévu. D'accord, très bien. Bon, peut-être qu'il faudra créer, je ne sais pas, des guildes ou des groupes de l'émission pour les gens pour que vous puissiez Suivez-moi sur Twitter, on va s'organiser. Justement, on arrive à la fin de l'émission et tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Twitter si les auditeurs veulent un petit peu plus de tes avis et tes opinions. Dis-nous tout, Marion. Vous pouvez justement me retrouver avec le pseudo Aisea Design sur Twitter. Je parle pas que de Harry Potter. Et après, vous pouvez me retrouver sur Naotech TV, la chaîne YouTube. Voilà. Magnifique. Tu sais, j'allais dire, mais pourquoi tu utilises Aisea Design comme nom Twitter? C'est hyper compliqué à épeler. Tu devrais utiliser ton nom et ton prénom plutôt. Et je me rends compte que ton nom de famille est au moins aussi difficile à épeler en fait. Donc, Ouais, non. Aisea Design, ça reste quand même plus simple. Bon, et si vous avez un doute, vous pouvez aller dans les notes de l'émission pour retrouver la manière dont on épelle Aisea Design. Enfin, même il y a un lien, c'est beaucoup plus simple, un lien vers le compte de Marion dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez faire des commentaires sur ce que j'ai dit ou sur ce dont on a discuté dans l'émission, dans l'épisode. Vous pouvez parler de Huawei, de vos théories, de vos certitudes peut-être. Peut-être que vous êtes sûr et vous allez nous expliquer pourquoi. Ou si vous voulez m'expliquer pourquoi tel ou tel parti politique a bien raison de dire ce qu'il dit sur les médias et les réseaux sociaux et que je suis bien naïf, vous pouvez le faire aussi, toujours dans le respect de la conversation, évidemment, sur frenchspin.fr. Et si vous appréciez ce qu'on essaye de faire avec notre approche posée et, j'espère, intéressante de ces sujets, si vous voulez soutenir notre initiative et l'émission, vous pouvez aller, bien sûr, sur patreon.com/rdvtech et vous choisissez la manière dont vous soutenez, la quantité que vous donnez, le temps. Vous pouvez vous arrêter n'importe quand. Donc, c'est vraiment le business model le plus sain de la Terre. Je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech. Le note est évidemment dans les notes. Non, le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Merci. Ah, oui, c'est fou. 1 heure et quelques d'émission, ça a été très très difficile. Je peux vous dire que la presque nuit blanche, je l'ai senti. Franchement, t'as super bien géré. Je suis impressionné. Ah ouais. D'accord. Les auditeurs te le diront mieux que moi. Mais... je poserai peut-être la question sur Twitter. Est-ce que vous avez, vous pensez que ça a été acceptable? Mais tu vois, c'est comment dire? La bénédiction et la malédiction du podcasteur, c'est que the show must go on. Quoi qu'il arrive, on est malade, on est fatigué, the show must go on. Encore que j'en parlais avec les patriotes du comité de production. Là, cet été, je vais peut-être faire un petit break vacances pour de vrai, de quelques semaines, parce que, ah ouais, mais ça fait 5 ans que je suis en mode startup crunch, on s'arrête jamais. Là, je vous avoue qu'en plus, avec le petit, depuis un petit peu plus d'1 an, ça commence à... Patrick, il est plus tout jeune, donc peut-être que des vacances seront bienvenues et un petit peu plus longues que les 2 semaines que je prends d'habitude, parce que les 2 semaines, c'est en fait 1 semaine, et puis il faut recommencer à se tenir au courant de la tech, donc peut-être que je vais prendre des vraies vacances ce coup-ci. Bref, oui, tu mérites quand même. Oh, merci Marion. Si vous aussi, vous pensez que je mérite des vacances, venez me le dire sur Twitter. Bon, en tout cas, j'en reparlerai à un moment. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans 1 semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. À bientôt. Ciao.